Bon, Bisuta Mabunda, allez-y. Silence. Je propose au Premier ministre de mettre l'accent sur ce problème qui dérange les populations. Le grand marché va nous créer des emplois. Le grand marché va améliorer les conditions des vendeurs du Côte Noire. Le grand marché va apporter des ressources au niveau de la collectivité. C'est pourquoi il est important d'impliquer aussi le bénéficiaire de l'ouvrage, la collectivité. Est-ce que là aussi on ne peut pas trouver de l'argent pour financer la réalisation de ce marché? Au niveau, concernant le ministre d'État, ministre de l'Approvisionnement, Silence, s'il vous plaît. sur les élections au niveau des chambres consulaires, ça fait plus de 21 ans que les bureaux actuels gèrent les affaires consulaires. Plus de 21 ans. Et aujourd'hui, le secteur privé déplore le manque de dialogue entre le gouvernement et les entrepreneurs. Qui représente le secteur privé? C'est aussi les présidents des chambres consulaires qui sont aujourd'hui, nous pouvons dire, peut-être frappés d'une illégitimité. Parce qu'ils gèrent des affaires courantes en remplacement des assemblées au niveau des chambres plus de 21 ans. J'ai compris qu'il a pris acte, qu'il va mettre dans le budget 2020 les ressources nécessaires pour la réalisation des élections au niveau des chambres et que nous allons compter. C'était là, monsieur l'honorable président, la réplique pour réponse donnée à la Merci, honorable Linda. Concision. Je vous remercie, honorable président. Je réagis suite aux réponses données par monsieur le ministre d'État du commerce, des approvisionnements et de la consommation. Bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, je prends bonne note des réponses que vous avez apportées. Attendons de voir ce que demain sera fait. Parce que nous craignons quoi? Nous craignons une importation sauvage et frauduleuse du ciment dans notre pays. 5 usines, c'est beaucoup. Donc on suppose que cette importation frauduleuse et sauvage n'arrivera pas. Attendons de voir. La deuxième intervention, en dehors de la question que j'ai posée, pour que je fasse une pierre deux coups, c'est à propos du Centre national de transfusion sanguine. Je voudrais mettre à la disposition de la représentation nationale, donc à la disposition du peuple congolais, une information. Depuis un an, donc toute l'année 2018, le Centre national de transfusion sanguine n'a reçu aucun décaissement des fonds. Toute l'année 2018, décaissement 0 francs. Comment voudrez-vous que ce centre soit opérationnel? Qu'on nous l'explique. Toute l'année 2018, aucun franc de décaissé pour le fonctionnement de ce centre. L'achat des entrants, le paiement des salariés. Monsieur le Premier ministre nous a dit que les efforts se feront. Mais cette information, elle est vérifiée et vérifiable. De la même manière que le CAMEPS, ou la CAMEPS, excusez-moi, la centrale d'achat de médicaments et des produits de santé. Toute l'année 2018, aucun franc de décaissé pour acheter un seul médicament. Aucun franc de décaissé par le Congo pour acheter un médicament pour soigner les Congolais. Vraiment, la santé n'est-elle pas une priorité des priorités? Honorable Président, je vous remercie.
Honorable Obamondon. Merci, honorable président. Je voulais revenir sur ma question du CNTS adressée au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier Monsieur le Premier ministre, au-delà des aspects que j'ai évoqués dans ma question, je voudrais bien vous ajouter certaines informations que je juge utiles. Au-delà des aspects que j'ai évoqués dans ma question, je voudrais bien vous ajouter certaines informations que je juge utiles dans votre démarche à la recherche des solutions aux problèmes du CNTS. Monsieur le Premier ministre, savez-vous que depuis 2012, cette structure n'a pas tenu le comité de direction? Je tiens à vous signaler que le souci des salaires, bien que capital pour le social des agents, ne devrait pas être considéré comme l'unique solution ou démarche pour sauver le CNTS. Les soucis techniques sont à régler. De la qualité douteuse des réactifs en passant par la vétusté de matériel. Notre CNTS a besoin d'être sauvé en tenant compte de tous les volets. Monsieur le Premier ministre, vous avez promis le faire. Très bien. La représentation nationale, par ma voix, vous prie de noter l'urgence de cette préoccupation, car nous y veillerons. Merci. Honorable Inkari, est tout à côté. Encore merci, honorable président, pour la parole accordée. J'ai suivi avec attention l'exposé de monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation au sujet de la situation du lycée Thomas Sankara B. Nous sommes là devant un complot ourdi, monsieur le ministre. Les sanctions conservatoires ont été prises. Aussi, précipitamment, vous avez nommé d'autres cadres au lycée Thomas Sankara B. Ceci m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a eu toujours des enquêtes de moralité avant la nomination des cadres? J'en ai terminé, honorable président. Honorable Bachi. Honorable Bachi. Même le mien. Oui, honorable Bachi, n'as-tu pas le micro? Ça marche. Même ça marche. Merci, honorable président. Je voudrais peut-être pas poser une autre question à monsieur le ministre des mines et de la géologie. En fait, je prends acte des réponses par vous formulées et je vais juste vous rappeler que mon propos se veut résolument constructif, j'allais dire absolument constructif. Parce que nous sommes tous au service de la nation, je l'ai entendu tout à l'heure, et nous voulons servir cette nation. Parce que nous avons tous ici un bien commun, c'est le Congo. Et je vous sais très futé, monsieur le ministre, et très regardant. Mais n'empêche que certaines situations peuvent vous échapper. Et je voudrais,
Parce que la chance que j'ai, c'est celle d'avoir été sur le terrain à Mufumbi. Il y a 3 localités qui sont des zones intégralement protégées. Il y a Mufumbi, Wengi et Mwemba. Parce que j'ai devant moi aussi cette carte qui définit les limites entre les zones d'éco-développement et les zones intégralement protégées. Enfin, qu'à cela ne tienne, peut-être qu'une mission sur le terrain, une mission conjointe sur le terrain, nous aiderait à élaguer ces zones d'ombre qui planent autour de nous. Voilà, Monsieur le Président, honorable Président, ce que j'avais à dire au ministre. Merci. Merci. C'est à vous. J'emmène tout. Honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, vous avez la parole. Merci, honorable Président. Je vais commencer très rapidement par la question du CNTS, puisque les honorables Leïnda et puis Obamondon en ont parlé, donc je vais être assez bref sur la question. En réalité, concernant le CNTS, j'ai suivi qu'on a parlé de campagne de collecte de sang, c'est bien beau, mais en réalité, le vrai problème du CNTS, si le gouvernement veut réellement aider le CNTS, il s'agirait de lui octroyer des financements ou des crédits, parce qu'on peut faire toutes les collectes de sang que l'on veut, mais si on n'a pas de réactif pour analyser le sang collecté, en réalité, ça ne sert à rien. Premier constat. Et deuxième constat, il faudrait également que le CNTS puisse avoir de l'argent pour pouvoir acheter les poches de sang, pour pouvoir justement procéder au conditionnement de ces poches de sang. C'était donc la première remarque que je voulais faire concernant la situation du CNTS. La deuxième remarque concernait la réponse apportée par le ministre de l'Énergie concernant l'usine Copasol. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que le ministre nous a indiqué que Copasol était une société anonyme. Très bien. Ce qui voudrait dire que Copasol obéit aux règles de fonctionnement et de gestion donc des sociétés anonymes, donc des sociétés qui relèvent du droit privé. De ce que je semble savoir, c'est que les actionnaires de Copasol sont l'État à hauteur de 65% et la société chinoise ZTE à hauteur de 35%. Donc j'aimerais quand même que le gouvernement puisse nous expliquer comment est-ce que l'État peut être actionnaire à près de 65%, donc actionnaire majoritaire de cette usine, et sembler être aussi loin de ses préoccupations. Parce que lorsque j'entends le ministre nous dire que le gouvernement attend également que les panneaux solaires puissent être produits, il semble se dégager très clairement que le gouvernement regarde la situation de cette usine d'assez loin, comme si l'État n'était pas concerné, et on présente cela comme si il s'agissait d'un investissement d'un privé, ce qui n'est pas le cas, puisque l'État est actionnaire majoritaire. Et à écouter le ministre, nous semblons rester apparemment dans un mécanisme de production de notre énergie qui ne prend pas en compte cette forme de diversification de production d'énergie propre. Parce que je crois savoir que le Congo est un pays qui bénéficie quand même d'un taux d'ensoleillement de près de 60%, si ce n'est plus. Et j'aimerais quand même qu'on puisse m'expliquer comment est-ce qu'un pays qui bénéficie d'un taux d'ensoleillement assez important peut ne pas au moins mettre à l'étude ou à l'examen des méthodes autres pour la production de son énergie. Et sur cette question donc, j'aimerais qu'on nous dise aujourd'hui comment cette usine Copasol finalement a été financée. Est-ce que c'est réellement l'État qui a procédé au financement donc de cette usine, ou est-ce qu'il s'agit en réalité d'un financement privé, à savoir effectué en totalité ou en partie par le partenaire chinois ZTE. Ensuite, je voudrais revenir également assez rapidement sur la réponse apportée par Madame la ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt également sa réponse,
et elle nous a parlé beaucoup de pépinières, d'expérience dans les pépinières, mais elle nous a très peu parlé en réalité de ce qui est fait en matière donc de création des incubateurs tel que cela ressort dans le projet de société du président, qui, je le rappelle, aujourd'hui est devenu un programme de gouvernement. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui est fait réellement pour mettre à la disposition de la jeunesse congolaise des structures permettant d'arriver très rapidement à une forme de réussite professionnelle. Et ma dernière préoccupation est celle de la question posée par l'honorable Inkari Benoît concernant cette affaire de détournement de fonds au lycée Thomas Sankara. J'ai suivi encore avec plus d'intérêt la réponse qui a été apportée par le ministre d'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Sa réponse a été très claire, mais cela me permet peut-être de poser aujourd'hui le problème devant la représentation nationale, qui est celui en réalité des crédits qui devraient être alloués aux établissements publics. Parce qu'il ne faudrait pas que cette histoire de détournement de fonds, que je ne minimise pas bien sûr, soit en réalité un peu l'arbre qui cache la forêt. Le problème essentiel aujourd'hui, je pense, reste la question des crédits qui sont alloués ou pas à nos établissements publics. À titre d'exemple, lorsque nous avons essayé de nous renseigner un petit peu, on se rend compte qu'entre 2016 et 2018, aucun crédit n'a été octroyé aux établissements publics pour leur fonctionnement au quotidien. Dans certains établissements publics aujourd'hui, il est triste de constater que les toilettes sont devenues payantes à hauteur de 25 francs CFA par élève, ce qui est purement scandaleux. On se rend même compte que sur la somme de 10 000 francs CFA payés par les parents d'élèves, les établissements aujourd'hui prélèvent 1 000 francs CFA afin de pouvoir se financer. Bon, à croire en réalité que les parents deviennent presque aujourd'hui une variable d'ajustement. Il est vrai que la crise est passée par là, Monsieur le Président, personne ne peut dire le contraire, mais je pense quand même qu'en temps de crise, l'État devrait avoir des priorités inaliénables et l'école, à mon sens, en est une. C'est pour ça, très rapidement, Monsieur le Président, je voudrais dire que si le Congo ambitionne de devenir un pays émergent à l'horizon 2025, comme nous le souhaitons tous, nous devons avoir conscience que l'émergence et le développement ne tomberont pas droit du ciel et qu'un pays sans éducation de qualité, il ne peut y avoir d'émergence. Pour avoir une éducation de qualité, il faut qu'on y mette les moyens. Nous avons certains pays aujourd'hui comme le Rwanda, la Tunisie ou même l'île Maurice ou même le Maroc qui s'y sont attelés. Et aujourd'hui, les succès sont là. Ce sont des pays où le poste de l'éducation nationale constitue aujourd'hui le plus grand poste de dépenses publiques. Le PND 2018-2022, à titre d'exemple, préconise la valorisation du capital humain, ce qui est une très bonne chose. Donc, face à tous ces constats, Monsieur le Président, il est urgent de faire de l'école publique notre priorité. Parce que, je l'ai dit, sans éducation, point d'émergence. J'en ai terminé. Bien. Tout à côté, honorable Ngasakis. Merci, honorable président. J'aimerais rebondir sur les propos des honorables Bissouta Mabunda et Denis Christelle Sassou Nguesso, tout en constatant que naturellement le Premier ministre est concerné, mais aussi en particulier les départements de l'hydraulique, de l'intérieur et de l'action sociale. Je veux évoquer la modernisation des villes, notamment dont faisait état l'honorable Bissouta, lorsqu'on a fait état de la réhabilitation, justement aussi, des marchés. Et moi, je pense qu'il procède aussi, justement, l'éclairage des marchés publics procède naturellement de cette modernisation. C'est pourquoi j'aimerais poser la question au ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie, pour savoir si éventuellement il y a un plan
de réhabilitation pour l'éclairage public. Je m'explique pourquoi j'ai parlé des autres départements, l'intérieur, parce que justement l'éclairage public des marchés permet une certaine sécurisation de ces espaces. Pourquoi l'action sociale? Naturellement aussi en termes de sécurité, et tel qu'elle a expliqué la ministre, pour combattre peut-être une certaine forme de désœuvrement. J'aimerais aussi, toujours en réaction des propos du ministre de l'hydraulique, comprendre pourquoi on n'insiste pas assez sur justement cette énergie solaire. Et je n'ai pas trop bien compris, comme l'a dit tantôt l'honorable Denis Christel, nous avons un pays qui bénéficie d'une couverture d'ensoleillement de 90%, près de 90%. Et bon, le ministre a estimé, a précisé qu'elle n'était pas rentable, cette énergie, à cause peut-être de l'impact nuageux. J'aimerais comprendre réellement de quoi il retourne. Sommes-nous avantagés par l'ensoleillement ou bien c'est l'impact nuageux? J'aimerais comprendre. Voilà, monsieur le ministre, mon principal, vous avez bien compris, je plaide aussi pour ma paroisse, qui sont les marchés publics. J'aimerais que justement on puisse m'édifier pour savoir s'il y a réellement un plan de réhabilitation, notamment l'éclairage. Je pense que ça nous sauverait, ça nous aiderait bien. Merci. Honorable Lambeto. Honorable Président, merci beaucoup. Honorable Président, je reviens sur la question posée par mon collègue Michel Okweni à Monsieur le Premier ministre. La réponse de Monsieur le Premier ministre a été précise, brève et laconique. Et justement, c'est parce qu'elle a été trop précise que je voudrais en revenir. Parce que je pensais que Monsieur le Premier ministre procédait par un raisonnement par induction. C'est-à-dire partir du fait de Cabo pour dégager une conclusion générale. Parce qu'en réalité, Cabo n'est qu'un cas de figure. Il y a des CECI qui ont été en construction par le PURAC et qui sont de la même situation que Cabo. Je dénote deux catégories. Il y a des CECI achevés, mais qui ne sont pas équipés. Il y en a au Kwilu, à Manianga et à Bilala. Il y en a dans les plateaux, à Bouemba, à Ankou et à Mbo. Il y en a à Brazzaville, à Kombo, deux CECI. Il y en a aussi dans la Bouenza. Ces CECI sont achevés, mais ne sont pas équipés. La deuxième catégorie, c'est des CECI inachevés. Et dont les travaux sont arrêts. Il y en a à Mosenjo, il y en a à Pointe-Noire, à Pombo-Benjamin, il y en a à Sibiti, il y en a naturellement à Ngoko. Ces CECI inachevés aux arrêts, quel est leur sort? Il s'agit du projet PURAC. Lorsque on examinait le PND, nous avons souhaité au ministre des Finances qu'il y ait un financement pour que ces CECI soient achevés. Et c'est une question d'urgence. Pourquoi? Mais parce que le gouvernement vient de faire quelque chose de formidable. À travers le ministère de la Santé, on vient d'affecter des infirmiers, des laborantins, des médecins. Il y a des villages qui viennent, des localités qui viennent pour la première fois de recevoir des médecins. Mais ces médecins vont travailler dans quelles conditions? Dans des porcheries? Non. Il y a là lieu aujourd'hui que le Premier ministre s'engage à faire en sorte que des CECI inachevés soient achevés pour donner des conditions normales à ces médecins, ces jeunes médecins qui sont affectés à l'intérieur du pays. Il y a urgence à faire en sorte que les CECI achevés soient équipés de telle sorte qu'ils soient fonctionnels. Parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin?
la question de santé est une question d'urgence. La santé n'a jamais de prix. On n'a aucun prétexte à faire en sorte que les Congolais ne se soignent pas. Voilà, honorable président, ce que je voulais ajouter à la question de mon ami Michel Okwene. Je vous remercie. Merci, honorable Bouzika. Merci, honorable président. J'ai suivi religieusement monsieur le vice-premier ministre répondant à la préoccupation de nos compatriotes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Avec beaucoup d'intérêt, j'ai compris les effectifs, mais ces réponses suscitent encore d'autres interrogations, un peu comme la lumière d'une lampe torche qui projette toujours de l'ombre. Je voudrais, honorable président, que monsieur le vice-premier ministre, ici et maintenant, nous dise, édifie la représentation nationale sur les difficultés que son département rencontre dans la mise en œuvre de la retraite automatique. Qu'est-ce qui se passe dans l'automatisation de la retraite malgré tout l'arsenal juridique dont il dispose? Nous savons très bien que les techniciens de la fonction publique travaillent tellement bien que un an avant ou même 6 mois avant, chacun est édifié par une notification sur la date de la fin de son service. Alors, d'où vient-il que dès qu'il a reçu sa notification, honorable président, il doit partir justement de Bétou, d'Infondo, de Ouessou, de Mosenjo, venir traîner à Brazzaville des années et des années sans justement qu'il soit enregistré parmi les retraités. Donc je voudrais que le vice-premier ministre nous édifie sur les difficultés qu'il rencontre dans la mise en œuvre de la retraite automatique. Je vous remercie. Bien, merci. Honorable Mensa, vous avez la parole. Oui, merci, honorable président, de m'accorder la parole. Mais la question que je veux poser, c'est pour le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux. Malheureusement, il n'est pas là, mais je vais quand même poser la question. Si... Oh ben, patientez un moment, quand il va revenir, d'accord, vous votre question. Merci. Honorable Issouba. Honorable Issouba, qu'il aille s'asseoir, donnez-lui le temps d'aller s'asseoir. Merci, honorable président. Disons que parfois le hasard fait bien les choses. Nous avons entendu ici quelque chose de grave, honorable président, de la part du ministre de l'énergie et de l'hydraulique, qui nous dit que malgré, comme l'a rappelé d'ailleurs l'honorable Sassou Nguesso, malgré le fait que l'État soit actionnaire à 65% de la société Copasol, pas une seule fois, depuis que cette entreprise a été créée en 2011, le ministère n'a été appelé en conseil d'administration. J'espère que cela nous interpelle tous. En réalité, honorable président, la raison pour laquelle je dis que le hasard fait bien les choses, c'est parce que ma question allait porter sur le portefeuille public. La question qui malheureusement n'a pu être posée car le ministre en charge de ce dossier n'est pas là. Mais plusieurs entreprises du portefeuille public ont été citées ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me permets de répondre dans ce sens. La réalité, honorable président, c'est que le portefeuille public est rempli de cas comme cela. Et puisque le ministre n'a pas pu être là pour nous apporter des clarifications, je tiens à partager certaines données statistiques avec la plénière aujourd'hui pour qu'on comprenne l'ampleur du problème. Et je le fais, honorable président, parce que nous avons pris l'habitude d'entendre qu'il n'y a pas d'argent.
et que ces défauts ou ces lacunes financières sont un fait conjoncturel. Mais en réalité, il y a des problèmes structurels. Et le portefeuille public en est la preuve patente. Honorable Président, depuis 2013, les prévisions de recettes du portefeuille public sont établies à 30 milliards de francs CFA. Pendant la même période, les réalisations n'ont dépassé 4 milliards de francs CFA une seule fois. Cette fois, c'était en 2016. En 2016, la Cour des comptes et de discipline budgétaire est entre la et le CFCO une dette fiscale de 102 milliards de francs CFA. 30 milliards. Réalisation fiscale 102 milliards. Depuis 2000 encore même conjoncturel. En 2013, je pense que le prix les entreprises publiques ont une double vocation. Vocation commerciale et vocation de service d'intérêt général. Le service d'intérêt général, bien évidemment, c'est non seulement la économique qu'accomplissent ces entreprises, je me demande dans quelle mesure le portefeuille public réalise aujourd'hui ces missions. Et question à poser un... Figurez-vous, chers collègues, que le CFCO n'a ni directeur général adjoint, et c'est un secrétaire général qui assure l'intérim au niveau de la direction générale. Comment voulez-vous que nous soyons performants? Chers collègues, nous avons accordé des crédits pour soutenir le CFCO. Un financement de la banque Belfius, je pense, oui, c'est bien ça, pour le lot de 74 milliards. La condition émise, c'était que le CFCO devrait assurer le remboursement de ce prêt, parce que ce n'était pas si constitutionnel que ça, en constituant, en enregistrant cette créance à la CCA de façon à ce que des provisions soient constituées pendant 5 ans et qu'on commence à rembourser le prêt. Je vous apprends que le prêt va commencer à être remboursé certainement en 2021 et dans l'état où le CFCO, ce sont les autres Congolais, les contribuables congolais qui vont rembourser de l'argent pour une entreprise qui est pratiquement à l'abandon. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une entreprise comme celle-là ait cette qualité de gouvernance et cette qualité du management, parce que il me revient d'ailleurs que le secrétaire général qui est là, qui assure la direction générale par intérim, a la mission de n'assurer que les affaires courantes. Donc il y a une interférence entre le ministère, donc la tutelle, c'est des questions de gouvernance, entre la tutelle, le conseil d'administration. Que faire dans ces conditions? C'est l'urgence qu'il faut qu'on s'y intéresse, honorable président. Nous devrions nous intéresser à la question du portefeuille public. On ne peut pas compter une 50aine d'entreprises pour n'attendre des dividendes que du port et encore, ou de la SNPC elle-même qui est sous la pression des appels de fonds pour répondre à sa mission, qui n'est pas de vendre le brut produit par les autres, mais que la SNPC produit son propre brut, du brut estampillé SNPC. Nous l'attendons. Or là, nous nous sommes contentés d'en faire un partenaire dormant dans les différents contrats de partage de production. La SNPC, c'est 15% que le législateur lui a donné. Et à côté de ça, bon... voilà, donc c'est pour ça que je tenais à ce que le Premier ministre soit là pour dire que le portefeuille public est malade. J'ai vu quand le Premier ministre
lors de le premier gouvernement mis en place, le portefeuille public était placé sous l'autorité du ministre en charge des finances et du budget. Je pense que c'était une patate chaude. Elle vient d'être refilée au ministère en charge de l'économie et de l'industrie, avec une direction générale du portefeuille public qui n'a pas d'emprise sur les sociétés. Ceci m'amène à faire la proposition suivante, honorable président, c'est que le portefeuille public soit suivi par un organe chargé de suivre toutes nos participations, telles que j'ai écouté ce que l'honorable Sassou Nguesso dit de Copasol est vrai dans les autres structures. Vous-même savez, nous venons d'être interpellés par AERCO. Nous avons 15% là-dedans. Nous avons des participations dans Saris. Nous avons autant de participations et aucune structure n'est chargée de suivre ces participations. Résultat des courses, les ministères mettent la pression sur les structures, les sociétés placées sous leur autorité pour les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Un problème de gouvernance et de management. Voilà la question du portefeuille public avec plus de 50 entreprises où nous avons des participations. L'État doit être actionnaire et investisseur. Actionnaire, quand on est actionnaire, ce n'est pas pour dormir et n'attendre que ce que le conseil d'administration nous apporte comme mauvais résultat. Enfin, je voulais dire au gouvernement, j'ai entendu quelques membres du gouvernement dire ici que non, nous, le Parlement ne nous accorde pas les crédits. Non, le Parlement n'accorde pas les crédits. La loi de finances, et notamment le budget qui l'accompagne, est d'initiative gouvernementale. Donc les inscriptions, quand elles sont minorées par le gouvernement lui-même, que voulez-vous que nous fassions? Dans un contexte de resserrement budgétaire, nous disons le gouvernement a bien fait de réduire ses ambitions dans tel ou tel secteur. Voilà ce que je comptais ajouter, honorable président. Merci. Avantage d'être clair. Honorable Mbossa. Merci, honorable président. J'ai relevé quelques préoccupations, notamment en ce qui concerne l'application des lois. J'ai entendu du Premier ministre que 60% des lois n'ont pas de texte d'application, donc ne sont pas appliquées. Honorable président, on peut comprendre pourquoi on parle de la gouvernance dans notre pays. Pour faire simple, on peut comprendre que la gouvernance, c'est la mise en œuvre des règles et des process que nous nous donnons collectivement. Les règles, c'est les lois. Les règles, c'est les règlements. Mais si nous n'avons encore que les process, très souvent nous ne les donnons pas. Mais ici, les règles, nous avons pris comme ça 60% des règles que nous nous sommes données pour faire face à des contextes, à des conjonctures, et on les a mis de côté. À quoi nous nous attendions? À quoi nous nous attendions? Donc, moi, ça m'a interpellé, honorable président, et j'ai pensé qu'il fallait le relever pour attirer l'attention du gouvernement. Une chose est de faire des projets de loi que l'on vote à l'Assemblée, mais une autre est de les appliquer. Si nous ne respectons pas nos règles, mais c'est à qui mieux mieux. Deuxième chose, sur la longue liste d'attente des retraités, nous avons là-dedans, j'imagine, les personnels du social, notamment la santé, l'éducation, où les déficits en personnel sont criards, on en parle tout le temps. Aujourd'hui, en raison de la conjoncture, on ne peut pas recruter massivement. Je ne dis pas qu'on ne recrute pas, mais on ne peut pas recruter massivement pour faire face aux déficits en personnel dans ces différents secteurs, l'éducation, la santé. Et il y a certains médecins, j'imagine, certains agents de santé, certains enseignants
qui sont dans la queue alors que, bon, on pouvait peut-être réfléchir. Est-ce que, là, on réfléchit, est-ce qu'il n'est pas possible au niveau du gouvernement, en attendant, de réfléchir sur un mécanisme qui favorise un départ à la retraite un peu volontaire dans ces secteurs-là? Non pas pour mettre en cause les règles qui régissent le départ à la retraite, mais imaginez un moyen qui puisse déroger à la règle pour ces secteurs-là dont le manque est criard. On sait qu'en matière d'enseignement, les députés prennent en charge un certain nombre de volontaires dans le pays. Et à côté, il y en a qui sont dans les queues en train d'attendre une retraite parce qu'ils n'ont peut-être pas pu obtenir qu'on prolonge leur... Est-ce qu'on ne peut pas mener cette réflexion? Troisièmement, et enfin, honorable président, j'ai beaucoup aimé la présentation de la politique des affaires sociales en ce qui concerne la manifestation de la solidarité nationale pour faire face à toutes les couches qui ont été mentionnées. Mais j'aimerais ici, juste pour l'information de Madame la ministre, et peut-être qu'on se rapprochera dès demain de son cabinet, la ville d'Abala a été soufflée par un vent et les populations y sont sinistrées. Je vais me rapprocher, la correspondance a été déposée à son cabinet. Je vous remercie, honorable président. Je plains Madame la ministre parce qu'elle pleure sous les avalanches, n'est-ce pas, de ce genre de situation. Et en face, il n'y a pas de moyens. Honorable Sita. Honorable Sita, oui. Vous n'avez pas de micro? Je ne veux pas rester ici. Merci, honorable président. Je voulais parler du CNTS, mais vous avez remarqué que beaucoup de députés ont épilogué dessus. Mais je vais quand même relever l'impact négatif que cause donc le dysfonctionnement du CNTS. Voyez-vous, honorable président, pour un besoin en sang, les gardes malades de Brazzaville sont obligés d'effectuer un voyage, soit à Kinkala, soit à Dolisie, même à Kinshasa. Le gouvernement devait quand même s'en préoccuper. Ce serait parmi même l'une des priorités, mais cela ne se fait pas. Je veux rappeler ici au gouvernement que la transfusion sanguine est une urgence médicale. C'est une urgence médicale, sans quoi il y a une fatalité et on va donc observer une augmentation du taux de mortalité. J'en ai terminé, honorable président. Merci. Honorable Ngambili. Merci, honorable président. C'est vrai que j'interviens parmi les derniers. Heureusement encore qu'au royaume des cieux, les derniers seront les premiers. Je vais m'adresser au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand nous suivons les réponses des membres du gouvernement, on peut retenir que la réalité reste têtue. Et puisque nous ne pouvons pas changer la réalité, alors changeons les yeux qui la regardent. Monsieur le Premier ministre, il nous revient de renforcer notre capacité à voyager dans la réflexion. Parce que plus les perspectives seront nôtres, plus le développement sera également nôtre. Un pays qui se veut développer doit être capable de se projeter
sur les années futures. Nous devons nous projeter sur les 3, 4, 5 ans à venir et nous dire que le Congo doit être au terme de ces années un hub africain en matière de santé, d'éducation, de création d'entreprises, de NTIC. Nous devons être capables. Car gérer, c'est avoir une vision. Il ne suffit pas de déclarer une année de l'éducation, de la santé, sans en donner un vrai contenu et l'animer par une forte vision pour des meilleurs rendements. Par ailleurs, on constate une léthargie, une catalepsie dans le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Nous avons connu l'année de l'éducation, l'année de la santé, plusieurs projets publics, aucune évaluation et aucun suivi. Les problèmes que nous évoquons aujourd'hui sont les mêmes évoqués il y a 1000 ans, pour lesquels les autres trouvent des solutions. Je suis tenté de m'interroger comme feu président Fidel Castro. Que passa? Que se passe-t-il? N'espérons pas ce que j'ai entendu ici, qu'il faut espérer. Je dis tout simplement que n'espérons pas pour espérer. Espérons en brusquant. Espérons en bougeant les choses. Cela ne doit pas ressembler à la célèbre phrase qui dit que demain s'occupera de lui-même. Non, occupons-nous de demain pour un meilleur avenir. Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous-t-il pas qu'il faille changer de paradigme? Celui-ci devient rouillé. L'avenir ne doit pas être remis à une date ultérieure. L'avenir, c'est maintenant. Le président de la République nous invite à faire beaucoup avec peu. Alors faisons. J'espère, honorable président, que je n'ai pas trop demandé, mais j'ai demandé juste. Je vous remercie. Merci. Honorable Sati Mabiala. Honorable Président, merci. Je crois que la fatigue est dans. La fatigue est dans, je crois qu'il n'y a plus place des longs discours. Je vais être bref. Et je reviendrai sur deux petites choses. D'abord sur l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. On a parlé des marchés, mais je pense qu'il faut prendre le problème de manière globale. C'est l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Je vous assure, quand on va à Pointe-Noire, mais on se pose bien des questions. La ville est dans un état de décrépitude révoltante. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui inaccessibles. Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'était la belle ville, c'était la ville propre. Aujourd'hui, Pointe-Noire, c'est un scandale. Des tas d'immondices partout, les marchés abandonnés. On a pris une décision que j'ai jugée hasardeuse de fermer le grand marché et pour le délocaliser vers un endroit encore bien plus insalubre. Ce n'est pas possible. Ça, vraiment, il faudrait que, quand vous avez l'échange avec le président, puisque c'est le président qui fait les arbitrages sur les budgets d'investissement, il faudrait que la question de Pointe-Noire, qui est aujourd'hui simplement une question sociale, une question d'hygiène, de salubrité publique, peut évoluer en une question politique. Pointe-Noire, ça peut devenir une question politique, l'assainissement à Pointe-Noire. Il faut qu'on s'y mette de manière très sérieuse. Parlez-en au président de la République. Au cas où oui. Le deuxième problème, c'est sur les retraites. Je ne vais pas en faire un sujet de polémique. Opposition, pouvoir, c'est une question de responsabilité et qui nous incombe à nous tous. Apparemment, on n'a pas de solution. Quand j'ai écouté le ministre, il y a comme un aveu d'impuissance. Faites-nous confiance, laissez-nous travailler. C'est encourageant, mais en réalité, un encouragement qui cache une impuissance. Parce que ce sont les mêmes mots que nous avons entendus. Et quand on dit ça, c'est comme si on est arrivé aux responsabilités il y a 1 an, il y a 2 ans. Il y a 22 ans que vous êtes là, sans discontinuer. 22 ans aujourd'hui à parler, laissez-nous réfléchir, laissez-nous en travail. 22 ans. Il y a un problème. Je ne parle pas en termes d'incompétence, mais je crois que il faut que la question des retraites soit maintenant une question prioritaire pour l'ensemble des Congolais. Peut-être que le système a vécu
Peut-être que le système a vécu, alors il faut trouver d'autres pistes pour régler la question des retraites. Sinon, on est dans simplement une sorte de logomachie, de discours, on en peut finir, mais qui ne donne absolument rien du tout. 26 000 retraités, 5 000 attendent à la porte. Bon, les retards, le parcours du combattant que l'on fait subir à ces pauvres fonctionnaires, est-ce que c'est dû simplement au dysfonctionnement administratif, ou bien en réalité c'est une stratégie du gouvernement de retarder, parce qu'après, au bout, il faut les payer. Autant on peut retarder, puisqu'on peut retarder encore leur admission à la retraite, ça nous permet de souffler un tout petit peu. Mais attendons quoi? Il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités. C'est la quadrature du cercle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le système de répartition, je l'ai toujours dit, a vécu. Il faut trouver autre chose. Alors peut-être qu'il faut, quand on nomme un ministre, on lui donne également le contrat de performance. Vous arrivez à tel ministre, voilà le problème qu'il faut résoudre. En 5 ans, si vous n'avez pas résolu, vous sautez. On change une autre. Celui qui est capable de faire quelque chose. Parce que le ministre, c'est celui qui vient avec des réformes. Et on n'attend pas 10 ans, 20 ans, 22 ans aujourd'hui pour régler la question des retraites. C'est affligeant quand j'écoute ça. C'est-à-dire que le gouvernement, en réalité, vient ici de nous donner, de faire acte d'impuissance face à la question des retraites. Et c'est vraiment affligeant. Excusez-moi de vous exprimer mon affliction, mais je n'ai pas d'autres mots que ça à vous dire. Honorable Président, je vous remercie. Honorable Ibela. Honorable Président, merci de la parole. Honorable Président, je voudrais dire au ministre des Postes et Télécommunications, je rappelle que je parle en profane, que les groupes électrogènes placés ici et là pour alimenter les antennes des sociétés téléphoniques en énergie me paraissent obsolètes et moins avantageux que les satellites d'ailleurs. Vous comprendrez avec moi que une fois le groupe est en panne ou il manque de carburant, il y a un problème de réseau. Il y a aussi la question de pollution. Alors, je me demande juste quelle difficulté le gouvernement de la République éprouve-t-il pour exiger aux sociétés téléphoniques d'être sur satellite. Merci, Monsieur le Président. Merci. Honorable Saï. Honorable Président de l'Assemblée, je vous remercie pour cet accord de parole. J'ai 3 interventions principales, elles-mêmes résultant de ce que j'ai entendu ou dû comprendre des réponses apportées par les ministres. Mais je voudrais bien commencer par une qui est toute simple. C'est la question soulevée ici au sujet des cahiers de charges. Je crois, à mon humble avis, Monsieur le ministre, que des 33 compagnies forestières exerçant au Congo, il n'y en a à peine que 3 ou peut-être 2 qui sont en règle. Le reste, comme les cahiers des charges, sont l'objet des négociations, même pour payer leurs taxes. C'est reporté, on verra reporter, et le jour que cette société fermera, il n'y aura ni liquidation de la dette, ni résolution des taxes. Honorable Président, ceci dit, je voudrais revenir à une question qui est devenue presque lancinante, c'est la question des retraites. On a bien suivi tous les ministres qui sont passés, pour le peu de temps que nous avons nous aussi passé à l'Assemblée, parler de cette question. Et dans la majorité des cas, c'était des ministres initiés au marxisme. On nous dit, on a interprété différemment le monde, mais quand il s'agit de le transférer, on n'y arrive pas. Je crois que c'est la 11e thèse de Max Feuerbach.
tout ce qu'on a fait s'interpréter. Mais pourquoi? Mais simplement parce que la question de la rente viagère des anciens travailleurs ressemble aujourd'hui au sort de Sisyphe, qui devait soulever une montagne et la porter au haut d'une montagne, mais il n'y arrivera jamais. Mais pourquoi, honorable président? Le fait est tout simple. Il y a une sorte d'absence d'éléments de coercition contre le gouvernement, à part le jeu de casseroles que l'on entend de temps à autre, mais quand on a les vitres bien fermées, on n'entend presque rien. Et quand la police empêche aux gens même de jeter un peu de tomates sur les ministres, c'est davantage, ils ne sentent rien. Il n'y a que le jeu de casserole. Qu'est-ce que l'on devait faire, même pour l'ensemble de la dette? Je crois qu'il faudra convertir cette dette, honorable président, en les titres. Au moins, le gouvernement a peur des fonds vautours. Si chacun a son titre, qu'il le vende à des fonds vautours, je crois qu'ils craigneront même de se rendre en France parce que celui qui a sa dette aura vendu sa dette à quelqu'un qui peut les attraper là où ils passent. Je le dis sincèrement, honorable président, parce que il y a des parents qui sont morts, retraités, morts, mais dont les enfants n'entreront jamais en possession du dû de leur père. Ils n'ont qu'à faire des statistiques au niveau des caisses de retraite. Combien de gens, peut-être même au niveau de la CCA, combien de gens risqueraient de ne plus avoir ce que l'État leur doit? Qu'on fasse les statistiques et qu'on les publie. Deuxième préoccupation, honorable président, puisque j'ai dit il ne s'agit plus d'interpréter, il faut le transformer, il faut transformer ce monde. Nous avons ce que l'on appelle la maladie chronique des démocraties. Et pour la démocratie naissante, il y en a une, la conservation des militants. On se résout à ne pas prendre certaines décisions parce que, au fond, on ne se conduit plus en homme d'État, mais en homme politique parce qu'il y a l'élection qui nous attend. Il est bien difficile que nous puissions prendre toutes les résolutions pour résoudre le problème parce que si on fait le contraire de ce que les gens que nous avons fait venir par communiqué ou bien par... on sait comment ils sont souvent arrivés, à qui on a donné même des quartiers entiers sur le sol sablonneux Batéké. Oui, nous avons fait cela, c'est notre propre faute, il faut le reconnaître. Nous avons installé pour des besoins de militantisme des gens sur des zones qui ne devaient pas être, sur lesquelles on ne devait pas construire. Et quand il s'agit de prendre la décision, je me rappelle, le ministre Bouya nous disait que même sur les lits de cours d'eau, les gens sont allés construire. Et chacun attend là quoi? Une indemnité d'expropriation, même au bord de l'eau. C'est notre propre faute. Notre incapacité a fait de telle sorte que nous soyons responsables vis-à-vis des populations que nous avons par ailleurs fait venir par vague, eh bien, nous pose aujourd'hui de gros problèmes. Je ne voudrais pas terminer, honorable président, par ne pas dire ce qui se passe. J'ai parlé à un ami chinois qui m'a dit, mais écoutez, il y a 30 ans, nous étions tous pays sous-développés. Nous tous. Mais il me semble que vous, là, on dirait que vous souffrez d'une hormone inhibitrice d'intelligence, de raison. C'est un ami chinois qui me l'a dit. Oui, un ami chinois. Je dis, mais enfin, ils sont aujourd'hui deuxième puissance. Mais c'est lui qui me répond, honorable président, arrêtez-le. Ils sont aujourd'hui une deuxième puissance économique mondiale. Il y a 30 ans, nous étions ensemble pays sous-développés. Ensemble. Et il nous dit, bon, finalement, vous n'avez pas la culture de la sanction. J'ai envoyé à mes collègues de la commission ce matin une vidéo pour laquelle, quoi que l'on dise de lui, peut-être que les grands pays en développement doivent se construire avec des dictatures. Kim Il-sung, c'est Kim Jong, le président, le fils de Kim Il-sung. Ayant appris, je connais pas, ayant appris que son ministre était sujet à quelque chose, alors, de pas bon, il a semblé l'accompagner et quand on a dû appuyer sur un bouton, il est tombé dans un trou, c'est refermé. Ça circule sur la vidéo.
Vous avez, honorable président, des gens qui malheureusement prennent la parole pour parler. Hein? Oui, allez-y. Ils ne prennent jamais la parole, ils viennent accompagner la bêtise et quand vous entendez ça parler... Oh, mon Dieu. Monsieur Saïd, vous êtes en train de dériver dangereusement. Honorable président, c'est la parole qui m'est accordée, mais malheureusement... De grande puissance. J'ai pris un exemple, je n'ai pas comparé. C'est un mauvais exemple. Bon, quoi qu'il en soit, mauvais exemple. Si vous voulez me le retirer, retirez-le. Non, je ne retire pas l'exemple, je dis de vous retirer la parole. Ah bon, si c'est me retirer la parole, elle m'a été retirée depuis longtemps parce qu'on ne voulait pas que je fasse les développements. Merci, honorable président. Oui, voilà. C'est bien, vous êtes gentil. Honorable Marie-Jeanne Koulombo. Merci, honorable président. J'ai deux axes d'intervention et peut-être une information générale. Je prends la passion que je partage avec le ministre de l'Aménagement du Territoire suite à la question de l'honorable Dilungoma sur tout ce qui se passe, tout ce qui a été évoqué comme érosion, et il a bien peint le tableau l'urbanisation des grandes villes avec le plan directeur, tout ce que le ministre a dit, c'est un très beau tableau, et quand il a dit il arrête la passion, alors je partage la passion avec lui. Mais mieux, ce que nous prenons ici ensemble, le degré que la donne environnementale joue sur tous les axes, et que tant que nous n'allions pas nous mettre ensemble, créer cette plateforme, on aura à faire des investissements qui seront multipliés par 0. Parce que là, on a construit et on n'a pas tenu compte de la donne environnementale, et cet investissement sera vain. On a perdu. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Donc je crois que le gouvernement qui connaît bien ce tableau doit à tout prix mettre cette plateforme pour éviter au Congo des pertes inutiles. Ça va sur tous les plans. Et donc, monsieur le ministre, je partage cette passion avec vous, mais il ne faudrait pas que cette passion nous amène dans l'espace. Descendons, ayons les pieds sur terre pour faire face à tous ces problèmes que nous évoquons ici. Le deuxième axe, monsieur le président, c'est sur les lois. Je crois que on nous parle souvent de la gestion axée sur les résultats. C'est vrai que ces lois qu'on vote, et il n'y a pas de texte d'application. Mais tant qu'on continue à travailler dans ce sens, sans gestion axée sur le résultat, sans qu'on dise à un moment donné, bon, on prend peut-être 10 lois qui manquent de texte d'application, on se donne un délai et puis on avance. Mais si on dit seulement d'une manière générale, on travaille, mais en même temps, c'est comme si on dirait, bon, il y a tellement du travail, on regardera. Et on n'avancera jamais, donc on vient perdre du temps ici, en fait. On vient perdre du temps parce que ça nous rattrape. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, mais en même temps, qu'on y mette un peu de la méthodologie dans ce travail, ça nous aiderait que de dire que non, il y en a trop. Mais on les a votés ici. Que ce soit nous ou bien nos prédécesseurs. Mais il faudrait bien qu'on regarde et qu'on avance. Sinon, nous perdons du temps, collectivement. Et l'information, je terminerai, s'il y a eu un grand vent à Djambala, disons c'était où? À Bala, je dirais qu'à Boko aussi, il y a un vent violent, c'est du vrai. Et le président, je crois que vous le savez, qui a emporté des toitures de certaines habitations dans les quartiers et villages de Boko. Et je crois que Madame la ministre des Affaires sociales est dans la salle. Alors c'est une information pour tout le monde. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un dernier, c'est Okweni. On ne l'avait pas oublié. Merci, honorable président. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la réponse du Premier ministre, chef du gouvernement, à propos du CECI de Cabo, de Gatongo plutôt.
Mais je veux tout simplement dire ceci. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence à Gatongo. Urgence pourquoi? Parce que, comme vous l'avez su le dire, il y a quelques lits qui viennent d'être déposés, mais ça ne suffit pas. Parce que je n'ai pas voulu étaler tout. Il y a urgence. Moi, je veux tout simplement solliciter de votre part qu'une attention toute particulière soit mise à la disposition de ce district. Parce que lorsque nous voyons les populations faire des voyages au Cameroun régulièrement à la frontière, mais il y a un danger permanent dans les embarcations de fortune. Hein, je voulais tout simplement demander à notre Premier ministre de diligenter. Voilà. Aussi, je voulais faire mienne les propos de mon collègue Thiba Apollinaire sur les cahiers de charges. Mais je vais me rapprocher de Madame la ministre de l'économie forestière parce qu'il y a des problèmes tout particuliers plutôt au parc Noa-Balendoki. La fondation qui gère ce parc n'est pas en harmonie avec la population. Mais je ne tiens pas à étaler, mais je vais me rapprocher de Madame la ministre de l'économie forestière pour en parler. Merci. Sauf erreur de ma part, je crois que c'était le dernier député. Sauf erreur de ma part. Bien, on a fini avec les députés. Le gouvernement. Monsieur le Président, on va passer la parole à quelques ministres. On va commencer par le vice-premier ministre qui parlera de la retraite, Madame la ministre de l'économie forestière, le ministre Bouya qui parlera des érosions à nouveau, et peut-être la ministre de l'économie, plutôt de l'enseignement primaire et secondaire. Le reste, je répondrai. Allez-y, monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les députés, le ciel me garde de ne pas tomber dans la polémique. Je l'espère. Le député Simon Litengo Congo m'avait posé 2 questions précises auxquelles j'ai essayé, tant que j'ai pu, de donner des réponses également précises. Ces questions étaient concises. Je me suis efforcé, moi, également d'être concis. Bon. Le député Bouzita, je crois, a rebondi après le député Litengo Congo pour parler de la retraite automatique. J'aurais bien voulu m'y attarder. Mais, Monsieur le Président, après la faconde que je viens d'entendre du président Tchatima Biala, pour qui, soit dit en passant, j'ai beaucoup de respect, je suis obligé de répondre peut-être bien par un propos globalisant. Et que le député Bouzita m'en excuse. Monsieur le Président, nous sommes ici, je crois, dans un cénacle responsable. Nous ne devons pas profiter de la caméra et des micros parce que nous sommes entendus dehors.
nous sommes donc dans des positions théâtrales, à la limite. Et oser donc donner comme à croire que dans ce pays, il y aurait des gentils, des gens consciencieux, qui pensent au peuple, et de l'autre côté, des cyniques, des méchants. Bien sûr, le mot a été dit. Même si on l'a dit un peu en pointillé, il y aurait donc aussi des incompétents qui ne pensent pas au peuple. S'ils pensent au peuple, c'est pour le malheur du peuple. Et non, du tout, président Tati Mabiala, du tout. Nous sommes tous de ce pays. Peut-être, oui, c'est des jeunes gens qui sont nés il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous écoutant, peut-être croire que oui, en effet, nous avons là affaire à des responsables capables demain de défendre la cause réelle du peuple. Voilà donc des responsables qui pensent au peuple. Donnez comme l'impression que vous sortez de je ne sais quelle virginité, que vous n'avez jamais été aux affaires dans ce pays. S'il vous plaît, j'ai beaucoup de respect, Monsieur le Président. Si mon propos est outrancier, vous m'arrêtez, je vais m'asseoir. Parce qu'il ne faut pas, je ne sais même pas pourquoi il y a eu cette rumeur-là, là-bas par derrière. Je dis bien que nous sommes ici dans un cercle responsable. Les retraites? Bien sûr, des retraites, parlons-en. On veut donner comme l'impression que s'il y a de problèmes sur les retraites, ce n'est que dans ce pays? Sûrs et convaincus que nous sommes que s'il y a des problèmes sur les retraites, ce n'est que dans ce pays? Il y en a ailleurs, et parfois même dans des pays que nous citons en référence. C'est un débat, je vais emprunter au président Saï. C'est un débat qui peut, oui, justement donner comme l'impression qu'on est face au mythe de Sisyphe. Débat récurrent ailleurs. Oui, bien sûr. Débat qui est en train de porter également sa récurrence dans notre pays. Les retraites. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, debout où je suis, je peux me permettre de donner à croire qu'il n'y a pas de problème sur les retraites? Bien sûr que si. Mais vous et moi, je ne personnalise pas, vous et nous savons. C'est la raison pour laquelle je dis, mais nous sommes dans un cercle responsable et nous devrions de temps en temps savoir raison garder. S'il vous plaît, nous savons. Quel est le problème aujourd'hui? Le président Tati Mabiala, oui, on peut avoir ce débat même en dehors d'ici, sereinement, en dehors de toute passion politicienne. Changer de système de retraite, il faut donc expliquer au peuple qui nous suit, il faut expliquer aux retraités qui nous suivent que pour l'essentiel, pour le principal, à travers le monde, il n'y a que 2 systèmes de retraite. 2, pour l'essentiel. Pour le principal, 2 systèmes de retraite. La répartition et la capitalisation. Nous avons choisi le système de retraite par répartition. Parce que c'est un système de solidarité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré les difficultés que rencontre ce système de retraite dans notre pays, on arrive quand même encore à tenir. Parce que c'est un système de solidarité. La capitalisation, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. La répartition, les actifs d'aujourd'hui cotisent pour ceux de demain. Et je suis d'accord. Oui, au moins une fois, on peut être d'accord.
Je suis d'accord avec le président Tati Madiala quand il dit de moins en moins, on pourrait avoir de cotisants. Ce qui pourrait faire que demain, on ait un plus grand nombre de retraités et du coup, le système va s'arrêter. Parce que c'est un système de solidarité. Ceux qui sont en activité, ils cotisent, ils alimentent, ils abondent la caisse pour ceux qui sont déjà sortis, pour ceux qui sont à la retraite. Oui, moi je discutais, j'ai eu l'occasion, je suis passé à la commission économie et finances au cours de mon passage. Nous avons eu un débat intéressant, très intéressant, instructif pour moi-même aussi. Mais j'ai eu l'occasion de leur dire, le système notre système de retraite par répartition fait qu'aujourd'hui, Ayessa Firmin, qui, s'il devait aller à un système, au système de retraite par capitalisation, donc il épargne pour lui-même. Ayessa Firmin, qui aurait peut-être pu mettre tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie active, 4 millions, 5 millions, 7 millions, 8 millions de côté pour sa retraite, a l'avantage par ce système de répartition de faire que, grâce justement à ce système, il peut devenir retraité, toucher peut-être 15 millions, même 20 millions, grâce au système de solidarité. On ne va pas raconter des tracts. Système de retraite par capitalisation. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui sont là-dedans. Si, il y en a quelques-uns. Mais parmi les plus grands. Le premier en tête, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que ce système-là fait que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Bon, et les faillites, oui, on me le souffle. Pour ceux qui ont suivi il y a quelques années, en 2008, je crois, il y a eu des faillites qui ont fait que tous ceux qui sont dans ce système, là-bas aux États-Unis, se sont retrouvés brutalement, subitement, sans plus de retraite, sans plus de pension. Les fonds de pension. De grâce, oui, nous sommes ici dans un cénacle responsable. Et nous savons, Monsieur le Président, vous savez quel est le problème. Le problème, ce n'est pas le système, pas tant que ça. Oui, nous aurons, j'ai déjà eu l'occasion, en présence du Président de la République et du Premier ministre, de parler de cette question. Le problème, oui, il n'est que simplement financier, puisque vous voulez qu'on le dise. Il s'agit de ça. Il faut abonder parce que le système fait que le cotisant, disons, l'actif, naturellement, il cotise. L'employeur cotise également pour lui. Il cotise d'abord pour son entreprise, sa société. Il cotise et puis ensuite, il amène la part d'employeur comme employeur. Oui, nous avons ce problème. Oui. Si on nous fait des reproches sur cette question précise, Monsieur le Président Tati Madiala, ce n'est pas tant que je ne veux écouter que ce que je veux entendre. Non, moi je veux écouter la vérité. Tout simplement. Et sur cette question, c'est une question qui vous intéresse parce que vous êtes la représentation nationale. C'est une question qui nous intéresse, nous. Parce que nous sommes au pied du mur. Bien sûr. Mais nous cheminons ensemble. Parce que malgré tout, oui, contrat de performance. Je ne voudrais pas, tout à l'heure, j'ai dit, Dieu me garde de tomber dans la polémique. Contrat de performance, bien sûr, Monsieur le Premier ministre. Faites-le. Je dis donc, faites-le sur le conseil du président Tati Madiala. Faites-le.
Ainsi, Firmin Ayessa pourra prendre la porte et d'autres aussi. Mais dis donc, depuis que ce pays est indépendant, y a-t-il encore aujourd'hui des ministres du gouvernement Youlou et même du gouvernement Lissouba? Non. Merci bien, Monsieur le Président. Information. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça fait 2 heures et plus, 3 heures, j'allais dire, que nous sommes ici. Vous parlez du Congo. Du Congo, parfois, on en parle avec passion. C'est normal, ça s'entend. Mais du Congo, il faut en parler surtout avec froideur. Nous ne parlerons que du Congo tant que nous serons ici. C'est notre raison d'être ici. Alors, Président, la démocratie, c'est l'un des moins mauvais des systèmes. Mais c'est un système exigeant. Parce que là, il y a le débat. Vous voulez dire, il y a le ping-pong. La chance du gouvernement, j'ai toujours dit. Nous nous calmons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La chance du gouvernement. Moi, j'ai vu une bagarre au Zimbabwe. C'est pas en Ouganda, par hasard? En Ouganda. En pleine assemblée. Une bagarre. Parce qu'ils ont dû se battre. Ils n'ont pas eu raison de se battre. Mais ils sont battus pour l'Ouganda. Mais ce n'est pas ici. La chance du gouvernement, ici, c'est d'avoir une majorité qui est solidifiante. Quelqu'un a dit que je suis un fauteur. Oui. Et la chance de l'opposition, c'est de dire ce qu'elle pense. Mais gageons que ça doit être dit en toute responsabilité. Parce que ici, nous parlons du Congo. Rien que du Congo. Parfois avec passion, mais nous devons le faire avec froideur. C'est ça que je voulais dire au président. À vous la suite, merci. Le gouvernement a toujours la parole, Monsieur le Premier ministre. Le ministre Bouya, le ministre d'État du Commerce, voulez-vous dire un mot sur les chambres consulaires? Non, d'accord. Le ministre Bouya. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs du Bureau, Mesdames et Messieurs du Bureau, Mesdames et Messieurs les députés, je disais tout à l'heure que c'était passionnant. Ben nous voilà, nous y sommes. Si à chaque fois on essaie de prêter un tout petit peu attention à ce que nous disons, je pense que certaines préoccupations seraient à ce moment-là bien appréciées. Nous avons dit que pour rechercher les solutions à un problème, il faut circonscrire les causes. Et nous avons dit aussi que la question était pertinente et bien posée. Et d'ailleurs, l'honorable Marie-Jeanne Colombo l'a bien dit, et ma réponse avait été tout à fait bien circonscrite. Quand nous disions qu'aujourd'hui les textes existent, leur application demande une synergie collective au regard de la sensibilité de la question, parce que, et je tiens et je le répète, que la protection des populations vulnérables aussi passe aussi par la sanction contre les inciviques qui favorisent les désordres de l'espace urbain. C'est réel. On ne va pas donner l'impression parce que nos représentants, parce que la représentante nationale, évidemment, c'est son devoir de défendre les populations. Mais il ne s'agit pas des populations inciviques. Il s'agit des populations qui veulent vivre en paix et de manière paisible. Je dis aussi que dans cette histoire, les responsabilités sont partagées. Je l'ai bien dit, puisque en répondant à la question
de l'honorable Dilou Ngoma, nous avons relevé, je voulais dire, une combinaison de facteurs qui étaient à l'origine des phénomènes d'érosion et d'ensablement. Mais ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. La question a été bien posée, qui ne date pas d'hier. Ça veut dire que ce n'est même pas une affaire d'aujourd'hui. Et nous pouvons vous rappeler que déjà dans les années 80, l'État avait doté les villes du Congo des plans d'urbanisme élaborés par le CRET. Et vous le savez. Alors, quel a été le résultat? Tout cela a été mis à mal par des lotissements désordonnés depuis les années 80. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que cette question a été bien posée pour dire qu'est-ce que nous devons faire face à ces défis. Et j'apprécie parce que c'est une projection dans le futur pour faire au mieux des choses, pour améliorer l'espace urbain où nous vivons tous. Donc je ne voudrais pas m'attarder sur les autres préoccupations parce que je semble comprendre d'entrée de jeu qu'à l'entame de cette séance, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale avait bien circonscrit que les questions sont posées, les ministres répondent aux questions posées et les députés réagissent aux réponses données. Quand nous apprécions tout cela, n'avez-vous pas l'impression que nous sommes en dehors du cadre donné? Est-ce qu'on devrait continuer à faire comme ça? Je pense que ce n'est pas la dernière séance. S'il y a éventuellement d'autres préoccupations que nous pensons importantes, qui sont aussi cruciales, mais on peut les circonscrire aux prochaines questions pour avoir des réponses tout à fait précises à ces préoccupations. C'est beaucoup plus constructif. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a les caméras, c'est très bien, mais il y a la question nationale, qui est une question d'ensemble, une question collective. Chacun de nous va hériter de l'urbanisation de ces villes. Parce que je peux vous dire, ce n'est pas dans les 15-20 ans que nous saurons assainir ces villes telles qu'elles se présentent aujourd'hui. Je vous ai dit qu'en 1980, on était à 6 000 hectares pour la ville de Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes à 24 700 hectares, je vous l'ai bien dit. Vous voyez bien la progression multipliée par 4 en moins de 40 ans. Parce qu'il y a des questions démographiques, il y a des questions d'occupation anarchique. Nous savions aussi que les flancs de montagne ne devront pas être constructibles. Ce n'est pas une innovation. C'est depuis les années d'indépendance. Nous savons aussi que les lits de rivières ne devraient pas être occupés. Ce n'est pas une innovation. Si vous avez la lecture de la ville de Brazzaville, ce n'est pas pour faire l'apologie de la colonisation, mais vous avez une réponse claire à cela. Regardez les Madoukou et Mungali. Tout autour, les abords se représentent. Vous avez la rivière et son lit qui a été restauré, et vous avez de part et d'autre des voiries qui constituent la nécessité de ne pas construire sur les lits des rivières. Cela va de soi aussi pour la rivière Madoukou. C'était les premiers quartiers de Brazzaville. Et nous l'avons vu aussi dans la partie sud, au niveau de Bakongo, que nous avons réhabilité l'ensemble de ces installations là-bas. Et par la suite, que s'est-il passé? Regardez ce qui se passe sur la rivière Tchémé. Nous pouvons apprécier. On construit jusque dans la rivière. Que ce soit sur la rivière Mfilou, c'est pareil. Mais ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Donc il faudra restructurer l'ensemble de ces quartiers. Mais ça prendra du temps. Et les financements sont importants. Les budgets ici ne pourront pas gérer la reconstruction ou la réhabilitation, la restructuration de nos villes. Ce n'est pas possible. Il faut des financements extérieurs, il faut de l'aide au développement, il faut beaucoup de choses, puisque c'est des questions qui sont liées aux populations. Et pour cela, nous vous avons dit qu'avec la Banque mondiale, nous avons entrepris une approche sérieuse, importante sur la reconstruction, sur le développement urbain et la reconstruction des quartiers précaires, sur à peu près 2 quartiers au niveau de Brazzaville et sur 2 quartiers au niveau de Pointe-Noire, avec une option participative des populations. Parce qu'en réalité, c'est elles qui sont bénéficiaires. Faisons en sorte que les structures municipales
et la technicité nécessaire avec une approche participative pour mettre les populations au centre de leur lieu d'habitat. Et cela se fait. C'est un projet en cours qui se réalise avec la Banque mondiale sur 2 quartiers. Mais si cela est réussi, si l'État dispose des moyens requis parce que c'est très coûteux, il faudra dupliquer, il faudra répliquer sur l'ensemble des quartiers, évidemment, de la périphérie ou du voisinage du centre-ville. Parce que vous savez que dans nos villes, en dehors du centre-ville, que nous avions fait l'effort d'assainir, parce que les villes de Brazzaville n'étaient pas assainies non plus. Mais tout le reste, c'est adossé au centre-ville, ce sont des quartiers à assainir. C'est ce qui est très important. Donc pour nous, nous pensons que c'est une affaire d'ensemble. Il y a, au niveau de la représentation nationale des élus locaux, il y a des députés, il y a des sénateurs. Donc nous avons là l'arsenal qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas que, on ne peut pas dire, il n'y a pas que le bâton. Il faut aussi la carotte. Ce sont les mêmes populations qui nous élisent, non? C'est ça le problème. Certains peuvent venir, ils font du populisme. Mais la réalité va toujours nous rattraper le lendemain. Parce que la réalité est têtue. Les faits sont têtus. Nous devons y faire face. Et effectivement, le gouvernement ne va pas se dérober de la question. Les solutions sont aujourd'hui, progressivement, nous disons que nous allons faire la végétalisation ou le reboisement. C'est une instruction qui avait été donnée par le président de la République et tout en train d'être mise en œuvre pour que nous puissions faire le reboisement sur les flancs des collines. Mais il faut sortir les gens. Vous savez comment ces flancs de collines sont occupés. Il faut les sortir, mais il faut les loger quelque part. Je sais qu'il y a un député qui a dit, oui, on a construit les maisons qui sont vides et on n'installe pas les gens. Mais les maisons se construisent et se terminent. Il faut les terminer. C'est un financement extérieur. Ce lotissement n'est pas encore fini. Quand il sera fini, effectivement, il sera mis à disposition par les biais des mécanismes et des textes qui exigent comment valoriser cela. Mais ceci n'est pas suffisant. Ce n'est que 1000 logements. Ce n'est pas plus, 964 au total. Mais vous voyez, rien que si nous voulons restructurer le flanc de la rivière Chemin, nous avons à peu près plus de 5000 personnes à sortir. Rien sur le lit de la rivière. C'est un projet que nous avons en commun avec l'accompagnement de l'Agence française de développement. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont assez importantes et délicates. C'est pour cela que nous avons dit dans notre propos que nous voulons l'implication de tous parce que le sujet est délicat à tous les niveaux. Et pour les autres préoccupations qui s'attellent à des quartiers bien précis, nous sommes disponibles, nos bureaux sont disponibles et nous pouvons prendre rendez-vous. Certains députés ont eu l'initiative déjà de prendre des rendez-vous. C'est une très bonne initiative. Je pense qu'il faut suivre ces députés, prendre les initiatives, venir en parler, qu'on en discute, et ceci de manière constructive. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les membres du bureau, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la réaction de Messieurs les députés au sujet de la question qui m'a été posée. Des réactions somme toute légitimes. Vous savez, surtout en cette période difficile, le moindre fonds public doit faire l'objet d'une attention soutenue, d'une gestion transparente et d'une rigueur. Oui, sauf qu'il y a quand même des mots qui m'obligent à apporter davantage d'éclaircissements, parce que le mal du Congo est dans les mots. Oui, les mots que j'ai entendus, j'ai écouté, complot, précipitamment, par exemple, enquête de moralité. Oui, complot, il faut qu'on se pose la question, le peuple nous entend, qui serait auteur du complot?
des gens qui se sont concertés, qui se sont organisés, qui ont voulu, en agissant ensemble et de concert, pour faire disparaître l'argent en leur possession. C'est ceux-là que nous allons défendre avoir été victimes du complot. Et qui aurait été le comploteur? Le ministre qui, pour arrêter de telles pratiques, prend des mesures conservatoires, engage une procédure et judiciaire et disciplinaire. C'est lui qui serait auteur du complot? Je pense que nous devons, nous-mêmes, par syllogisme, apporter la réponse à cela. Et quelle place occuperait celui qui défendrait ces agents qui, semble-t-il, auraient été précipitamment relevés, auraient été victimes du complot? Seraient-ils complices? Il y a des philosophes, seul le syllogisme nous permet d'apporter des réponses à ces questions. Oui, le ministre a décidé de punir, de poursuivre ces fonctionnaires sur lesquels pèsent de lourds soupçons, tout en leur reconnaissant leur présomption d'innocence. Mais à titre conservatoire, 1 mois après, décide de les relever. Le forfait est commis le 4 février. L'enquête est ouverte. Le 4 mars, les agents sont relevés. Si c'est ce qu'on appelle précipitamment, on nous aurait certainement conseillé d'attendre qu'un député nous pose la question pour nous accuser certainement de laxisme, d'impunité, de complice, de complaisant. Non, on n'a pas voulu donner cette occasion. Et on a pris la mesure conservatoire. Si c'est ce qui nous est reproché, bien on en assume, on en prend acte. L'enquête de moralité, oui, je l'ai dit ici, 554 lycées, 350 collèges, 2000 et quelques écoles primaires, 2200. Il faut nommer des directeurs, des proviseurs, des surveillants généraux, des intendants, des économes, et suivant une procédure administrative claire. Les agents, les cadres, c'est des agents de l'État, ils sont identifiés à leur lieu de travail, appréciés par les inspecteurs et pédagogiques et chefs de circonscription qui font des propositions. Ces propositions arrivent à la direction départementale, d'abord chez l'inspecteur chef de zone, chef de circonscription, valide, arrive à la direction départementale. La direction départementale donne son avis. Ça vient à la direction pédagogique, enseignement secondaire, enseignement primaire secondaire, donne son avis. Ça va à la direction générale des ressources et des affaires administratives, des ressources humaines et justement la DRAS, oui, la DGRAS, la direction générale des ressources humaines et de l'administration scolaire. Celui qui est en charge le personnel donne ses avis et ensemble, l'équipe se retrouve en suivant les avis qui ont été donnés depuis la base. Alors, comment peut-on imaginer à ce moment que telle personne, sur laquelle ne pesait en amont aucune suspicion, puisse être par divination déclarée, ne pas bénéficier d'une enquête, ne pas avoir une bonne moralité? Non, je ne pense pas que nous ayons des éléments prospectifs pour savoir à ce stade de la responsabilisation des cadres, des éléments psychologiques qui puissent nous permettre de déterminer que telle personne ne mérite pas d'occuper telle fonction. Oui, les principes budgétaires et les règles de comptabilité publique, je suis d'accord, j'en prends acte, mais je vous ai dit tout à l'heure que les frais d'inscription aux examens d'État sont collectés et mis à la disposition d'un régisseur nommé par le ministre des Finances. Il n'y a pas autre mécanisme. C'est le régisseur qui récupère ces sommes et qui les met à la disposition du Trésor public. Mais ce n'est pas nous. Aussi longtemps que nous n'aurons pas démonétisé le service public, aussi longtemps que nous n'aurons pas informatisé le système de paiement pour que les gens soient capables de payer en ligne, il faudra bien quelqu'un pour collecter cette somme, quels que soient les mécanismes. Il n'y a pas de règles de finances publiques
Il n'y a pas de règles de comptabilité publique. Ça se passera toujours comme ça. Alors, que reproche-t-on? Le fait que nous prenions la ressource des établissements scolaires, sinon que ferait celui qui est au CG d'Abala? On va nommer des régisseurs dans tous les établissements publics? Dans tous les établissements scolaires? Non! Il y a un gestionnaire qui collecte les sous et qui les fait parvenir par voie bien définie jusqu'au régisseur qui fait le point avec les matrices en sa possession et reverse l'argent au trésor public. C'est ce qui se fait. Et quand bien même demain, il n'y a pas réutilisation directe de la dépense, il n'y a pas réaffectation, les principes budgétaires sont connus, ils sont respectés. Quand bien même demain, on aura tout démonétisé, on aura tout fait, mais il y a le fonctionnement quotidien des établissements. Mais il y aura toujours de la ressource qui sera mise à la disposition de l'établissement. Mais cette ressource sera toujours entre les mains d'un fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Si l'on veut accomplir un service public dans un établissement public, si on veut réaliser une activité, ce n'est pas par un bouton que l'argent viendra. Il y aura toujours quelqu'un qui ira récupérer cette ressource, là où elle se trouve, qui le gardera certainement pendant un jour ou deux pour l'affecter au service à réaliser. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du bureau, quand j'ai dit ça, je ne sais pas ce qu'il me faut dire de plus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, de me donner l'occasion de reprendre à la relance des députés. J'ai eu l'honorable Ntsiba et l'honorable Tsaï qui sont revenus sur la question des cahiers de charges. Si avec la réplique de l'honorable Ntsiba, je crois que je ne serais pas venu à cette tribune. Mais quand l'honorable Tsaï nous dit, lui qui connaît bien les sociétés forestières, qui dit que parmi les 33 sociétés forestières au Congo, il n'y a que 3 qui exécutent leur cahier de charges. Alors là, je crois que j'ai le devoir de venir ici pour édifier l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Honorable Président, je veux répéter, n'oublions pas que les cahiers de charges sont négociés par les conseils départementaux. C'est la vérité. Les cahiers de charges sont négociés par les conseils départementaux. Ce n'est pas l'administration forestière. Nous faisons le facilitateur. Nous faisons le suivi de l'exécution des cahiers de charges. C'est ce qui se fait. La volonté des populations, la volonté de nos populations est prise en compte par les présidents des conseils départementaux. Nous ne faisons que le suivi et la facilitation. Nous avons un comité local qui se tient sur les 200 francs par mètre cube de bois dans les concessions aménagées. C'est le comité local sous la supervision du président du conseil départemental qui gère pour les projets de développement, pour les activités génératrices de revenus. Ce n'est pas l'administration forestière. N'oublions pas, honorable président, honorable député, que les sociétés forestières aident notre pays à désenclaver notre pays. N'oublions pas cela. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Les sociétés forestières viennent pour faire des affaires au Congo et non du social. Elles doivent gagner des sous. Elles doivent gagner des bénéfices. Nous ne pouvons pas tuer la poule aux œufs d'or. Elles font déjà beaucoup d'efforts en jouant le rôle régalien de l'État pour ouvrir les routes, pour nous créer, pour nous construire des hôpitaux, pour nous créer des établissements scolaires. Les sociétés forestières font beaucoup de choses, à la place même de l'État. Donc, ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Donc, moi,
je disais, je suis d'accord avec l'honorable Ntiba qui voulait venir dans nos locaux. Nous avons des rapports des directions départementales pour le suivi des cahiers de charges. Donc, soyez le bienvenu, honorable député, dans nos locaux. Nous allons vous présenter tous les rapports des directions départementales pour voir la réalisation des cahiers de charges. C'est pourquoi, quand je réponds à ces questions, très souvent, je prends l'exemple de ce qui est fait en extra. Tout le temps, quand je viens répondre ici, je prends toujours ce qui est fait en extra par les sociétés forestières pour que vous vous rendiez compte de tous les efforts réalisés par ces sociétés-là. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée, il restait quelques questions résiduelles sur lesquelles je vais essayer de donner quelques réponses et surtout des apaisements. Je reviens sur le marché arrondissement 1, Lumumba. Et monsieur le député, en reprenant la parole, donne le sentiment que oui, Pointe-Noire est toujours oublié, Pointe-Noire c'est toujours l'aéroport. Comme si Pointe-Noire serait une ville qu'on veut martyriser. Je comprends également l'émotion en question. Mais la vérité n'est pas comme ça. Je crois que je l'ai bien dit tout à l'heure que ce chantier a bien démarré. L'option du gouvernement était bonne et irréprochable d'avoir des marchés assainis un peu partout. Mais en cours de route, on s'est rendu compte qu'on avait maintenant moins de moyens. Parce que l'État lui-même est intervenu souvent. C'était le cas de Pointe-Noire. Et je vous ai dit qu'il y avait 2 grands modules. Par réalisme, au lieu de faire tout de suite, on s'organise pour faire le plus grand. Et j'avais même dit qu'il y avait des ressources alternatives en train d'être étudiées. Vous faites la même suggestion. Je n'ai pas voulu aller dans les détails. Donc, ce serait bien que vous veniez vous rapprocher de mon cabinet pour nous faire vos propositions de recherche de sources alternatives. J'ai bien dit qu'un marché de Pointe-Noire, si le marché fonctionne bien, mais lui-même, il peut créer de la richesse. Il peut rembourser 5 milliards ou 6 milliards de francs CFA. Donc, on peut trouver des partenaires privés et autres qui sont prêts à mettre un peu de leurs sous et nous allons étudier un système de remboursement bien organisé pour que sur un délai, ils rentrent dans leur argent. En même temps, on a un marché qui peut se faire dans des délais assez raisonnables. Donc ici, si j'ai pris la parole par rapport à cette question, c'est pour ne pas penser que le Kouilou, ou surtout la ville de Pointe-Noire, serait une ville martyre, une ville qui ne reçoit pas du gouvernement toute l'attention voulue. Le député Tati Mabiala enfonce le clou en disant que ça peut devenir un problème politique, mais pas que Pointe-Noire. Stigmatisé par Pointe-Noire. Nous sommes aux affaires aujourd'hui, on répond. Et j'avais dit à tous mes amis les ministres ici qui savent qu'ils sont sur des sièges éjectables. C'est revenu de temps en temps des insinuations. Si vous êtes incompétent, vous partez. J'avais dit, il y a certainement des incompétents, mais ce serait aussi de l'injure. Parce que le contexte global est tel que si on rentre dans le jeu de changement d'homme tout le temps, mais il faut retrouver les mêmes problèmes. C'est pourquoi il faut bien poser les problèmes. Comme ça, quel que soit le gouvernement qui arriverait, il peut bien amorcer les sujets, parce que les problèmes sont bien posés. Le pays, il est le même. C'est la continuité, peu importe les hommes que nous sommes, ou les femmes qui l'animent, puisque nous vivons tous dans le même pays. Oui, il n'y a pas qu'au Pointe-Noire où ça deviendrait un problème politique, puisque nous gérons le pays. Partout, le peuple ne serait pas content, il serait désespéré. Oui, c'est forcément un problème politique. C'est pour ça que nous sommes là, nous tous, y compris vous les députés.
Mais c'est aussi depuis longtemps que le président a pu le dire, lors de son investiture, de dire la vérité